Tu écoutes l'épisode 174 de S'ouvrir à l'amour, santé mentale, passe par le corps d'abord. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une série d'épisodes consacrés à la santé mentale et j'espère en tout cas, de t'ouvrir la perspective que avant d'être un être de tête, que tu es d'abord un être chimique. Et donc que si tu te sens pas bien en termes d'humeur, que tu as l'impression que tu arrives pas à te concentrer, que tu as une phase un peu dépressive, que tu as du mal à gérer l'intensité de tes émotions, de d'abord regarder ce que tu peux mettre en place au niveau de la chimie de ton corps, en passant par le corps pour l'influencer. Et je sais que ces séries d'épisodes, en général, vous plaisent moins que les conseils en amour, mais c'est important pour moi et je ressens le devoir d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, en tout cas depuis l'après-Covid à peu près, que j'ai de plus en plus de personnes qui arrivent pour un coaching amoureux et qui sont déjà épuisées, qui ont déjà vécu un burn-out, qui ont déjà vécu une phase dépressive, qui manquent drastiquement d'énergie et que ça demande aussi de travailler sur la physiologie de leur cœur, de leur corps. Et c'est pas des personnes qui sont très âgées, c'est déjà des personnes qui sont fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et si tu te sens déjà comme ça à cet âge-là, ce n'est pas normal. Ici, ce que je ne dis pas, c'est si tu as besoin d'aide, on a heureusement une palette de personnes qui sont capables de t'aider, qui sont capables de te donner des médicaments si tu as besoin d'un soutien supplémentaire. Donc si tu sens que tu es dépassé et que tu n'y arrives pas par toi-même, il n'y a pas de honte à se faire aider et va te faire aider, va voir un psychiatre, un psychologue pour te faire prescrire des médicaments pendant un certain temps, le temps de te retaper. Ici, ce que j'avais plus envie de mentionner, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour travailler sur cette fameuse chimie du corps. Dans mon livre S'ouvrir à l'amour, c'est une des choses que je mentionne en disant de manière assez basique, en fait, si tes besoins de base en termes physiologiques, que tu bois pas assez, que tu dors pas assez, que tu as pas assez de nutriments dans ton alimentation, eh bien ça crée énormément d'inflammation dans ton corps et du coup ça va être difficile pour ton corps de sortir du mode survie, même si tu essaies de te réguler en respirant ou en travaillant sur l'impact de ton passé sur ton système nerveux en fait. C'est comme si tu me dis je veux travailler sur la couleur de ma voiture, mais je donne pas de carburant, et puis je lui mets pas d'huile, et puis j'attends que ma voiture va fonctionner. Le corps, il est pas bête. Pour lui, la priorité, c'est la survie. Donc, c'est vraiment, je dirais presque la première mesure à faire pour apporter de la sécurité à ton corps. Si ton corps, il sait qu'il est nourri, si ton corps, il sait qu'il est hydraté, si ton corps arrive suffisamment à dormir, eh bien, tu lui donnes les capacités de se régénérer. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une série sur la santé mentale. Donc dans cet épisode, je vais vous donner pour moi les 5 habitudes essentielles qui ont une énorme influence sur notre bien-être psychique, à savoir l'hydratation, le mouvement, le respect de ton rythme circadien, ton microbiote et l'équilibre de ta glycémie. Et dans cet épisode, je vais beaucoup me baser sur 3 livres. Le premier, c'est le livre du docteur Emily Steinbach qui parle de la santé optimisée. Donc dans son livre, elle a un protocole en 10 étapes. Moi, j'ai extrait 5 étapes qui me semblent personnellement essentielles. Pour la régulation de la glycémie, je te partage les conseils de Jessie Inchauspé de Glucose Goddess, qui est des fois controversé par d'autres experts en santé et en nutrition, mais je trouve que quand même il y a 3 ou 4 recommandations de base qui font sens.
et qui en tout cas sur moi ont eu un effet, et sur mon fils d'ailleurs, un effet incroyable. Et le dernier livre que je n'ai pas, mais parce que je suis son compte et je suis une grande fan, c'est le livre de Major Mouvement sur les 8 piliers pour rester en jeune et en pleine santé. Je vais aussi inclure, si tu veux, la vision système nerveux pour toutes ces choses-là, surtout pour le mouvement, parce que pour moi, pas tous les sports sont bons pour la régulation et ça demande de beaucoup s'écouter en fait en termes de sensations. Je te donnerai également mon parcours personnel, comment j'ai fait évoluer mes routines en fonction de mes ressentis et de ce que je vivais. Dans les prochains épisodes, je vais faire intervenir des experts parce que c'est pas mon domaine où je suis la plus experte. Donc dans l'épisode 175, je vais te donner les conseils de Guillaume Font sur les nutriments qui sont indispensables pour une bonne santé mentale. Donc il a écrit un livre à ce sujet, il est assez clair sur qu'est-ce qu'on peut obtenir de l'alimentation, qu'est-ce qu'on a absolument besoin, on va dire le minimum indispensable pour arriver à avoir un bon fonctionnement en termes de santé mentale, et ça, je vais te le partager dans le prochain épisode. Dans l'épisode 176, on va parler du cortisol. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Parce que un certain taux de cortisol, c'est quand même bon, et pour ça, j'ai invité deux experts qui vont t'en parler un petit peu plus en détail que moi. Dans l'épisode 177, on va parler des troubles du sommeil, parce que si tu dors pas, ton corps n'arrive pas à se régénérer et c'est vraiment un effet boule de neige. Moi, je l'ai personnellement senti avec la périménopause et le changement de sommeil. Prendre soin de son sommeil, c'est vraiment la base pour apporter de la sécurité à ton système nerveux. Et enfin, la respiration. Pourquoi la respiration, c'est quelque chose de tellement puissant, qui est toujours à disposition, qui est toujours gratuit. Et j'ai invité Stéphane Jansonnet de la Breathing Academy France pour t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir une respiration qui soutient la régénération de ton système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne respiration? L'importance de la respiration la nuit, parce que ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Et comment tu peux utiliser la respiration comme outil de régulation. Donc voilà, tout un programme pour cet été. Tu vas avoir un épisode chaque semaine à cet effet. Voilà, bien sûr, ce ne sont pas une thérapie, ce ne sont pas des conseils médicaux. Donc si tu vas mal, va te faire aider. Mais je pense que c'est bien en fait de reposer tout simplement les bases. Donc pour les personnes que ça plaît, pour compenser le manque d'intérêt des autres personnes, laissez-moi un petit commentaire sur Apple Podcast pour me remonter dans dans le ranking. Voilà, moi ça me tient à cœur de le faire. Je sais que c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre parce que c'est des habitudes qui sont pas toujours faciles à mettre en place, mais honnêtement, je pense que ça peut métamorphoser votre vie. Donc voilà, je me sens dans le devoir de le rappeler gentiment. La première mesure, aussi bête, c'est l'hydratation. C'est pas sexy, mais c'est fondamental. Ton cerveau, il est composé d'eau et beaucoup d'entre nous, en fait, passent leur journée en sous-hydratation chronique. Alors, comment tu peux te rendre compte que tu bois pas assez? Souvent, tu as la bouche sèche. Tu peux regarder la couleur de tes urines. Si ton urine est plus foncée, ça veut dire que tu n'as pas assez bu. Donc, l'urine, elle doit être un peu jaune. Pas trop clair, mais quand même pas trop foncé, donc vraiment un jaune vif, si on peut dire ça comme ça. Tu le vois aussi si tu as soif. Le sentiment d'avoir soif, il arrive quand c'est déjà trop tard. Tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir irritable, tu peux avoir l'impression en fait que ton cerveau fonctionne un petit peu au ralenti. Et il y a même une étude qui explique que si tu perds seulement 1 à 2% de ton eau corporelle, donc c'est pas énorme, ça peut entraîner une réduction significative de ta performance cognitive
et ça peut entraîner une fatigue mentale, une capacité réduite à effectuer des tâches intellectuelles complexes. Ça, Émilie en parle également dans son livre. Elle recommande déjà de commencer le matin en déjà buvant un verre d'eau. La quantité qui est recommandée, c'est 2 litres par jour pour les femmes, 2,5 litres par jour pour les hommes, et de boire régulièrement, c'est-à-dire de pas faire le chameau, c'est-à-dire de boire et puis pas boire pendant un certain temps, d'avoir une certaine régularité dans ton apport d'eau et de pas boire trop le soir. Ça, c'est pas vraiment par rapport à l'hydratation, mais c'est pour favoriser un sommeil plus profond, pour éviter que tu te réveilles la nuit pour aller aux toilettes, tout simplement. Et donc, Émilie, ce qu'elle recommande, si tu aimes pas trop l'eau, tu peux l'aromatiser. Donc, il y a des herbes aromatiques comme la menthe, le concombre, tu peux rajouter du citron. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette régularité et de boire plus, en fait, parce que 2 litres d'eau par jour, enfin, je sais pas si tu te rends compte, c'est quand même beaucoup. Donc je vois beaucoup sur les réseaux ces personnes qui s'achètent ces grosses mugs Stanley pour se rappeler de boire. Si ça t'aide, ça peut être aussi un moyen. Boire le verre d'eau le matin, moi personnellement, j'appelle ça la douche interne des organes, parce que la nuit, en fait, ton corps a fait son processus de régénération, a éliminé les toxines, et donc quand tu bois, tu aides en fait à faire glisser toutes ces choses dans leur voie d'élimination naturelle. Ce qui peut être difficile si tu as beaucoup de dérégulation de ton système nerveux, c'est de ressentir en fait ta soif. Si je te donne mon exemple, moi, j'avais souvent la confusion entre ma faim et ma soif. Comme je n'écoutais pas mes sensations de soif, mon corps m'envoyait plus une sensation de faim. Et en fait, parce que je réagissais à ça, donc j'ai fait de la boulimie pendant plusieurs années, donc il savait que c'était un circuit qui marchait chez moi. Et en fait, plus j'ai pris l'habitude en fait de me connecter à mes sensations corporelles, plus j'ai appris à différencier. Ah, je suis un petit peu pâteuse dans la bouche. Ah, c'est plus de la soif que de la faim. Et un moyen de le vérifier, c'était de boire de l'eau et de ressentir en fait qu'est-ce qui se passait en moi après avoir bu de l'eau. Et vraiment, je pouvais sentir, comment je pouvais dire ça, une espèce de joie dans mes papilles, de dire ah, c'était bon, c'était ça. Et petit à petit, j'ai réussi à différencier. Ça, pour cet effet, je propose un exercice dans mon livre qui s'appelle l'outil du check-in pour vraiment réapprendre à rentrer en dialogue avec ton corps. C'est le challenge si tu as déjà des régulations. Et donc, ma recommandation, c'est d'abord de rentrer dans l'habitude, commencer à implémenter des bonnes habitudes et ensuite de voir avec les sensations. Plus tu vas te connecter avec ces sensations, plus tu vas arriver à identifier c'est quoi qui est le mieux pour toi. Ok? La deuxième habitude, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. L'OMS en parle clairement, ils ont des conseils assez clairs. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, allant d'une intensité modérée. Donc ça veut dire que tu sens quand même que tu es en train de faire un sport en termes de respiration, mais tu arrives encore à parler. Donc c'est plus qu'une simple marche, jusqu'à une intensité élevée. L'intensité élevée, tu sens que tu respires et que c'est challenge, et c'est difficile de parler. Donc c'est ça une intensité élevée. Donc c'est plus que simplement marcher pour aller à ton travail. Dans son livre, Émilie redonne des recommandations minimales internationales en matière d'activité physique pour les adultes. Et tu vas voir que c'est bien plus. Elle recommande donc 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Et ces 2 séances devraient viser en fait toutes les chaînes musculaires et viser l'échec musculaire. Je vais en parler un petit peu plus tard de qu'est-ce que c'est cet échec musculaire.
au minimum 300 minutes d'activité cardio en intensité faible. Donc l'intensité faible, c'est typiquement si tu marches. 150 minutes en intensité modérée et c'est 90 minutes en forte intensité. Au moins 6000 pas par jour, donc pour sortir de cette sédentarité. Elle dit clairement la sédentarité c'est la mort, donc voilà, au moins ça c'est posé. Donc elle recommande d'inclure des séances qui améliorent la flexibilité, l'équilibre, la posture, comme le pilate, comme le yoga, et d'inclure au moins 5 minutes de HIIT training, donc c'est un training à haute intensité pour bénéficier de l'effet d'hormèse qui consiste en fait à stimuler tous tes mécanismes de défense et de réparation en l'exposant à un stress modéré. Donc pour elle, t'exposer à un stress, en fait, c'est bénéfique pour le corps, c'est juste une question de quantité. Et donc sa recommandation, c'est 5 minutes de HIIT training. Qu'est-ce que ça va faire également au niveau de ton système nerveux? Donc le fait de faire du sport de manière régulière, avec la bonne intensité, c'est-à-dire pas trop peu, mais non plus pas trop pour pas submerger ton système nerveux, ça va améliorer la variabilité de ta fréquence cardiaque, donc ta VFC, c'est la variation entre deux battements de cœur. Plus ta variabilité est élevée, plus en termes de système nerveux, tu as un tonus vagal qui est bon. Et le tonus vagal, c'est quoi? C'est cette capacité de passer d'un état de stress sympathique pour revenir à ton état parasympathique vers la régénération. Donc, trouver la bonne intensité et en faisant et faire du sport de manière régulière, ça travaille aussi sur la régulation de ton système nerveux. Maintenant, la question, c'est quoi le bon équilibre? Alors, je vais essayer de te donner plusieurs angles pour comprendre en fait comment trouver ton équilibre. Le premier angle que j'aimerais te parler, c'est ce que Major Mouvement recommande dans son livre Les 8 piliers pour rester jeune. Il a une citation que j'aime beaucoup qui dit « La charge ». Donc la charge que tu portes aujourd'hui, c'est celle que tu ne porteras pas demain. Donc dans le sens où il faut pas hésiter à se challenger physiquement, par exemple en portant, si tu fais de la musculation, en portant un petit peu plus de poids, parce que ça, dans le futur, ça t'évitera d'avoir du mal à bouger, d'avoir du mal à faire les activités de ton quotidien que tu veux. Donc dans son approche, il recommande de se muscler, donc d'inclure vraiment du renforcement musculaire, parce que aussi à partir de 30 ans, on perd en masse musculaire, et de viser l'échec musculaire. Alors qu'est-ce que c'est cet échec musculaire? C'est le moment où le muscle n'arrive plus à se contracter correctement parce que le corps, il est arrivé à son maximum, et c'est en arrivant à cet état-là que le corps arrive à enclencher ces mécanismes d'adaptation, de régénération et de renforcement. Si tu vas pas en fait jusqu'à cet échec musculaire, tu n'as pas les bénéfices de la musculation en termes d'adaptation, de régénération et de renforcement, et aussi au niveau de ton système nerveux. C'est ce que Emily Steinbach recommande aussi dans son livre, et c'est quelque chose qui est indispensable pour les femmes à partir de la périménopause. Dans l'article que je mets sur mon site, je te mets le lien d'une interview qui est en anglais du docteur Stacy Sims, qui a été interviewée dans le podcast de Huberman, et tu vas vraiment comprendre à quel point c'est important pour les femmes dans cette période. Donc ça, c'est d'un côté d'aller quand même un petit peu plus intensément que ce qu'on pense pouvoir. C'est-à-dire que pas aller dans j'ai fait mon heure de fitness, j'ai pas trop transpiré et j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose pour mon corps. Ça, c'est souvent pas assez. On est beaucoup plus capable d'assumer des activités physiques que ce qu'on pense souvent. Et donc là, tu peux te dire, ouais, mais si j'en fais trop, je vais stresser mon corps. Et
je te comprends en fait là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans l'écoute de tes sensations quand tu fais du sport et après le sport et d'adapter. Donc, comment tu peux faire ça? Tout simplement, ce que je trouve et la recommandation que je te donnerais pour arriver à comprendre si le sport que tu fais, c'est le bon dosage, c'est pendant que tu fais les exercices, d'être vraiment dans l'écoute, en fait, de tes sensations. Typiquement, est-ce que je sens que là, je suis dans mon sympathique, c'est-à-dire le cœur est en train d'augmenter, ma respiration est en train de s'accélérer, je sens que je suis en train de chauffer en termes d'énergie, je sens peut-être la transpiration qui commence, je sens mes muscles qui se contractent. Donc, c'est toutes des indications de sensation corporelle. Et qu'est-ce qui se passe après le sport? Est-ce que je me sens encore dans cette adrénaline que j'ai ressentie pendant le sport? Ou est-ce que je sens que je passe comme une vague qui va vers la régénération? Donc souvent, après après le sport, si c'est un sport qui t'a apporté cette régénération, tu peux avoir, alors si tu le fais de manière intensive, tu peux être à bout de souffle, ça peut être compliqué, mais tu sens au bout de quelque temps que tu reviens à un état de relaxation, que la respiration se ralentit à nouveau, que ton cœur ralentit à nouveau et que tu as pu, grosso modo, éliminer du stress, que tu te sens relaxé après le sport. Si tu vas trop, souvent c'est une autre sensation et je peux le dire parce que je l'ai aussi fait. C'est comme si tu es encore dans un train qui est en train de rouler à toute vitesse. Tu sens le high du shoot hormonal et peut-être que tu peux sentir que tu as du mal à revenir dans tes sensations. Ça serait l'indication que tu es allé déjà un peu trop loin en fait. Et que ça serait bien au contraire d'aller dans une intensité qui te permet d'aller dans la régénération. Ensuite, ça va dépendre de l'état dominant de ton système nerveux. Donc, si tu es plutôt dans l'état dorsal, faire du sport, ça peut te paraître une montagne parce que l'état dorsal, c'est souvent un état où tu manques d'énergie. Donc, l'idée, c'est de rajouter du mouvement dans tes pratiques, mais d'y aller progressivement. Typiquement, si tu arrives à rajouter 15 minutes de marche, ou des sports qui sont pas trop intenses, si tu arrives à trouver un environnement où tu te sens bien de le faire. Donc, je te donne un exemple. Moi, j'étais vraiment une bille en sport et au départ, j'étais contente de faire le sport chez moi. Donc, tu peux le faire grâce à des vidéos. Typiquement, moi, j'aime bien les vidéos de Sissi Moua pour se muscler parce que je trouve qu'elle est rigolote. Elle exprime ses sentiments quand elle souffre et elle fait des abdos. Et du coup, bah, tu te sens pas seule devant ta vidéo. Et aussi de voir comment tu peux rajouter en fait du plaisir. Alors des fois, ça peut être simplement mettre une belle tenue. Ça peut être te créer un petit espace à la maison où tu sais que c'est ton lieu de sport et ça te donne envie d'y aller. Ça, c'est pour vraiment retrouver du plaisir à aller dans la mobilisation, à aller dans l'action et petit à petit, tout en respectant en fait le fait que tu as moins d'énergie. Et ça, petit à petit, ça va aider aussi ton corps à avoir plus d'énergie et tu vas avoir après plus de capacité. Et pour vérifier si tu as eu la bonne intensité, ressens les sensations pendant l'exercice et après l'exercice. Donc, peut-être que pendant l'exercice ou avant, c'était «Ah, j'ai pas envie, c'est dur, c'est pas agréable» et les sensations après, c'est «Ah bah en fait, je sens que j'ai plus d'énergie, je me sens plus reconnectée à moi, je vois que ça m'apporte quelque chose». Ça, c'est le bon indicateur. Si à l'inverse, tu es plutôt dans le sympathique, donc que tu vas avoir tendance à vouloir faire du hit training, du sport tous les jours, go go go, j'ai envie de plus. L'idée, ça va être au contraire, en fait, de pas aller dans autant d'intensité
Et pour trouver quel est le bon niveau pour toi, c'est de ressentir comment tu te sens à la fin de l'exercice. Est-ce que tu es dans ce high, presque un petit peu dans un nuage coupé de tes sensations? Ça serait le signe que tu es dans le trop. Ou est-ce que tu sens que tu as travaillé, tu sens que tu as transpiré, mais tu arrives relativement rapidement à un niveau un rythme cardiaque régulier, à une respiration plus profonde. Tu verras que on parlera du cortisol dans l'épisode 176 et l'impact en fait d'un sport trop intense, qu'est-ce que ça fait au niveau du cortisol. Ce que je recommande également pour ton système nerveux, c'est d'inclure dans tes activités de sportives ou de mouvement, d'inclure du mouvement libre. C'est-à-dire d'avoir des moments où tu peux suivre tes impulsions, suivre ce que ton corps a envie de faire, parce que ça, en fait, ça va t'aider à mieux comprendre ce qui va soulager ton corps au moment où il est activé. Ça va être un petit peu pour mieux appréhender le langage de ton corps. Donc si tu te sens pas encore prêt ou prête à commencer du sport, eh bien mets-toi inscrit du temps sur un tapis de yoga pour suivre ce que ton corps a envie de faire. Pour les personnes qui sont super déconnectées de leurs sensations, ça peut être difficile au départ de ressentir ces sensations quand on fait des sports doux, typiquement de la marche, du yoga ou du pilate. Et donc, faire du sport, ça peut t'aider à réapprendre à ressentir. Donc, typiquement, tu peux utiliser ta séance de fitness et au lieu de faire ton check-in dans un moment où tu es calme en mode yogi, de le faire dans ta salle de fitness parce que comme les sensations sont un petit peu plus intenses, c'est un petit peu plus facile de ressentir. Et en faisant ça, tu vas aider à petit retrouver de la connexion. Ok? Toutes ces choses-là, et pourquoi j'ai pris autant de temps de te parler du sport, c'est que ça a vraiment un impact énorme de manière chimique sur ton corps. Ça libère des endorphines. Les endorphines, en fait, c'est les hormones du bien-être qui apaisent et qui procurent cette sensation de plaisir. Ça augmente ton niveau de sérotonine, de ta dopamine. Donc, ça régule l'humeur, le sommeil, l'appétit et la motivation. Ça réduit le taux de cortisol quand il est trop élevé. Ça stimule ta circulation sanguine vers le cerveau, ça favorise la neurogénèse, la clarté mentale et la concentration. Donc ça vaut vraiment la peine de renouer, de te refaire ami avec le sport. Et j'en parle en connaissance de cause. Pour moi, le sport, ça a changé ma vie. Avant mes 18 ans, j'étais vraiment une bille en sport. C'est-à-dire que j'étais la dernière choisie dans les cours collectifs parce que j'avais un gros problème de coordination. Je voyais pas les ballons arriver, je me les prenais dans la tête. Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment lié avec des problèmes de dérégulation. Donc, si toi, tu as eu ces difficultés dans ton enfance, c'est un indicateur que tu as pas mal de dérégulation de ton système nerveux ou que tu les as vécues en tout cas. Et la seule chose qui passait à la limite, c'était la danse. Et c'était pas la danse dans un cours de danse, c'était vraiment la danse libre où je pouvais faire les mouvements que je voulais. Je pense que j'ai été danser en boîte pendant des années parce que ça me permettait et ça m'a permis d'éliminer beaucoup de mon énergie sympathique que je n'avais pas exprimée, que je n'avais pas osé exprimer dans ma vie et que ça m'a énormément soulagée au niveau du corps. Donc ça, c'était avant mes 18 ans. Et quand j'ai changé à l'université, vraiment, j'ai eu cette envie, en fait, de renouer avec le corps, avec le sport. Et pour moi, ça a commencé d'abord avec la course à pied. Alors au départ, c'était vraiment pratique parce que quand j'habitais chez ma mère, en fait, il n'y avait pas beaucoup de bus, donc le seul moyen d'aller en ville voir des copines, il fallait courir un morceau avant de pouvoir prendre le bus. Et ça, je pense que
En ressentant ça, ça m'a donné envie de plus, tout simplement. Et j'ai commencé à faire, j'ai suivi pas mal d'arts martiaux, du Viet Vo Dao, j'ai fait de la capoeira, de la danse, mais toujours, c'était ce qui m'a aidé à renouer, c'était le plaisir, c'est-à-dire trouver des sports qui me plaisent, me créer des circonstances qui me plaisent. Donc, moi, c'était beaucoup la tenue de sport. J'aimais bien des jolies tenues de sport. Ou alors, je me disais, tiens, après, je vais me faire ce petit truc à manger. Ça va me faire du bien après le sport. Ou bien, si je courais, la musique que j'allais écouter. Honnêtement, pour les cours de capoeira, c'était les beaux gosses que je pouvais regarder, parce qu'en général, ils sont bien musclés. Donc vraiment d'aller dans le plaisir et puis de pas aller plus loin, c'est-à-dire de pas me mettre une pression, par exemple de résultat, de pas me mettre une pression de régularité ou de temps minimaux. Vraiment, je restais dans le plaisir. Et ce que j'ai ensuite continué à faire, j'ai commencé à pouvoir aller au yoga. Je pense que si j'avais commencé directement le yoga, ça aurait été trop ennuyeux ou trop lent pour arriver à m'y mettre. Si tu as envie de te mettre au yoga et que tu as l'impression de ne pas avoir trouvé le bon yoga pour toi, j'ai fait un épisode avec Mayana Yoga. Si tu cherches sur mon site, tu vas le trouver. Parce qu'en effet, pas tous les yogas sont bons selon la dérégulation de ton système nerveux que tu as. Donc ça, c'était à partir de mes 18 ans jusqu'à la fin de mes 30 ans. Et en fait, à mes 30 ans, j'avais vraiment cette régularité de sport et j'ai voulu aller un petit peu plus loin en faisant une course de montagne assez challenge. Et là, en fait, c'est en faisant des entraînements plus réguliers, plus spécifiques, en allant un petit peu euh, augmenter ma capacité, que j'ai réalisé à quel point le corps peut être une machine. Et là, en augmentant régulièrement l'intensité des sports, aussi bien en termes d'endurance que d'intensité de l'exercice, j'ai vraiment vu en fait que ton corps, ça peut être une machine, mais vraiment puissante. Et dans cette phase-là, en fait, ça me faisait du bien d'avoir des entraînements intensifs. Dans cette phase-là, ça me faisait du bien de prendre des douches froides. Je sentais que j'avais vraiment cette capacité et que je ne faisais pas du mal à mon corps, mais qu'il avait simplement grandi en capacité. Donc ça, c'était de mes 30 à mes 40 ans. À partir de mes 40 ans, en fait, j'ai vraiment ressenti que je ne pouvais plus aller de manière aussi intense. Je l'ai senti avec déjà que ma capacité, en fait, elle avait diminué quand je faisais des HIIT training. Et ça, c'était dû en fait avec la périménopause, le changement hormonal. J'étais plus sensible à mon taux de cortisol. Donc, si tu veux, quand tu fais des exercices intensifs, ça stimule la production de ton cortisol parce que tu es vraiment dans le sympathique. Et en fait, je sentais que j'avais du mal à redescendre, que c'était presque trop pour moi. Donc c'est là où j'ai dû revoir totalement ma routine sportive. J'ai aussi arrêté, par exemple, les douches froides parce que je sentais que ça me stressait plus que ce que ça me faisait du bien. Et donc, j'ai totalement revu la manière dont j'apporte du mouvement de manière régulière. Donc, typiquement, je suis plus allée dans des sports plus comme de la musculation avec une intensité modérée, donc pas une intensité élevée mais modérée. J'ai plus été dans des sports low impact, donc le fait d'aller courir et de donner des gros impacts dans mon corps, j'ai senti que ça me faisait moins de bien. Donc là, je fais plus un espèce de pilates qui s'appelle du Lagri, qui me permet d'aller dans du mouvement, mais sans avoir cet impact au niveau de la course à pied. Ça, je le sens parce que j'ai pris du poids et que c'est moins bénéfique pour moi que avant. Et d'intégrer en fait des mouvements, mais des mouvements plus doux,
que courir. Donc voilà. Pourquoi je te dis ça? C'est vraiment pour que tu comprennes que le sport, ça peut être autant positif que négatif et que finalement, ce qui va te permettre de trouver le bon dosage, c'est tes sensations. D'observer avant, pendant, après et d'ajuster au fur et à mesure et que c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui va évoluer avec comment tu es à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça va te donner envie de bouger, danser, marcher, t'étirer. C'est un vrai travail de régulation et de réconciliation avec ton corps. Donc pour le chouchouter, mais pas pour le faire souffrir. Le troisième, je te promets, ça sera plus court, c'est le rythme quicardien. Donc le rythme quicardien, c'est ton horloge biologique. C'est elle qui va te dire, ben tiens, c'est le moment d'être en activité ou non, c'est plutôt le moment de dormir. Ça va réguler ta température corporelle, ça va réguler également toutes tes hormones. Quand cette horloge, elle est bien réglée, en fait, ça va vraiment optimiser l'amplitude de la production de la mélatonine le soir et ça va optimiser la production du cortisol le matin. Donc le cortisol le matin, tu as besoin de cortisol pour te lever le matin et avoir l'énergie de faire tout ce que tu as envie de faire dans la journée. Et à l'inverse, la mélatonine, tu en as besoin pour ressentir ce besoin de dormir le soir. Et souvent, en fait, ce qui perturbe ton rythme quicardien, c'est l'utilisation, en fait, de nos écrans. Donc, typiquement, la lumière bleue des téléphones, qui est diffusée le soir quand tu regardes la télé, quand tu regardes ton ordinateur, quand tu regardes ton téléphone, ça bloque la sécrétion de mélatonine. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire que tu te couches plus tard, que tu as un sommeil moins réparateur, que quand on dort moins, l'humeur elle est en chute libre. Et une exposition de seulement 2 heures, donc si tu te regardes un film le soir ou quelques séries le soir, ça suffit pour avoir un impact sur ta mélatonine. Donc, un des premiers conseils que je pourrais te donner, ça serait soit de couper les écrans au moins 1 heure avant de te coucher, donc pour laisser à ton corps le temps de laisser la mélatonine arriver, ou de porter des lunettes anti-lumière bleue, donc qui filtrent cette lumière bleue qui émane en fait des écrans. Un autre moyen d'aider ton rythme quicardien, en fait, c'est de favoriser la lumière, donc de t'exposer à la lumière le matin. Et en exposant le plus de peau possible, donc pas couverte avec un pull, mais vraiment exposer de la peau et également exposer tes yeux, donc pas en regardant directement le soleil, on est d'accord, mais de permettre à tes yeux, en fait, d'absorber la lumière pour donner l'indication à ton corps que ça c'est le matin et c'est là où il faut avoir de l'énergie. Tu peux aussi profiter d'un moment à la pause de midi pour aller te mettre un petit peu au soleil. Ça, souvent, tu le vois, ça a un énorme impact sur l'humeur. Et un autre conseil que tu peux suivre aussi pour respecter et bien régler ton rythme quicardien, c'est d'avoir un horaire régulier de coucher et de lever. Emily Steinbach en parle vraiment de manière très détaillée. Pourquoi ça aide en fait au corps de se préparer dans sa sécrétion finalement des bonnes hormones au bon moment. Et le dernier conseil, ça serait d'éviter les sports trop intenses le soir. Donc, si tu fais du sport le soir, ça va avoir un impact sur ton cortisol. S'il y a trop de cortisol, ta mélatonine, elle peut pas rentrer en action. Et je dirais que au moment de la périménopause, c'est encore plus important de faire attention à ça. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à mettre les lumières anti-lumière bleue et à m'exposer le matin à la lumière du soleil, alors c'est un peu plus challenge, on va dire ça, en hiver, ça a métamorphosé la profondeur de mon sommeil.
L'avant-dernier conseil, c'est le microbiote. Donc le microbiote, c'est les bactéries que tu as dans ton intestin et ces bactéries-là, elles jouent un rôle essentiel dans la production de ta sérotonine. Donc la sérotonine, en fait, c'est ce qui te permet de te sentir de bonne humeur, c'est ce qui te permet de ressentir la joie, et c'est pour ça qu'on dit que ton intestin, en fait, c'est ton deuxième cerveau. Donc si l'équilibre de ton intestin n'est pas bon, ça va avoir un impact direct sur ta santé mentale. Et donc dans son livre, Emily Steinbach, elle a une recommandation qui est très claire, c'est de manger au minimum 30 aliments végétaux différents par semaine pour nourrir ton microbiote, pour nourrir la diversité de ton microbiote. Donc ça inclut des légumes, des céréales non transformées, des légumineuses, des fruits, des champignons, mais aussi des herbes aromatiques, des épices, et en essayant vraiment de manger le plus divers possible. L'expression il faut manger l'arc-en-ciel, ben c'est vraiment adéquat d'essayer de le mettre dans son assiette. Elle parle aussi de l'importance des pro et post-biotiques pour soutenir notre santé intestinale. Et je pense que ça, en fait, on sous-estime l'impact que ça a sur ton humeur, sur comment tu te sens, vraiment l'impact de notre microbiote. Personnellement, en ayant eu mon fils, j'ai mangé moins divers, tout simplement parce qu'il mangeait moins divers, et j'ai senti en fait une différence, et là je suis petit à petit en train de réinverser la tendance. Et le dernier point, c'est ta glycémie. C'est souvent quelque chose qu'on pense pas forcément. Honnêtement, jusqu'à présent, je m'étais jamais intéressée à ma glycémie. Alors c'est peut-être parce que glucose goddess a explosé que je m'y suis intéressée, ça c'est fort possible. Mais surtout, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que faire attention à ce que tu manges, surtout le matin, et à vérifier que ce que tu manges ne te mette pas dans une production glycémique, on va dire permanente, ça a un énorme impact sur la clarté mentale, l'humeur et l'énergie. Également sur l'irritabilité et puis ton besoin en fait de manger après coup. Donc les 3 conseils en fait que je trouve très intéressants de Glucose Goddess, c'est de commencer les repas par des légumes. Donc pourquoi? Parce que c'est riche en fibres, ça fait une espèce de tapis en fait au niveau de tes intestins, et ensuite d'enchaîner avec les protéines, puis les graisses, et de terminer par les glucides. Elle, ce qu'elle dit, c'est le fait de manger des aliments dans cet ordre, ça permet à avoir un pic de glucose qui est moins important que si tu manges dans l'ordre que tu voudrais manger. Je sais que cette recommandation, elle est controversée, donc je te laisse tester. Moi, personnellement, j'ai vu une énorme différence, en tout cas sur comment je me sentais après le repas, combien de temps je me sentais rassasiée et les fringales que j'avais après. La deuxième recommandation qu'elle a, c'est de bouger après les repas. Faire une petite marche de 10 minutes après les repas, ça aide d'utiliser le glucose et à éviter des pics trop importants. Ça, je trouve aussi que ça aide beaucoup. La troisième recommandation, c'est de privilégier un petit déjeuner plutôt salé que sucré, avec un apport suffisamment important en protéines et en bonnes graisses pour éviter en fait d'avoir des pics de glycémie le matin
qui vont influencer un petit peu toute l'humeur de ta journée. Ce conseil-là, Emily Steinbach dans Santé optimisée le donne aussi, et c'est vrai que ça change vraiment la donne sur comment tu te sens dans ta journée. Encore une fois, et sur tous les conseils que je te donne, ne me crois pas, fais les tests sur toi, regarde ce qui marche, regarde ce qui change, change une chose à la fois, comme ça c'est plus facile de mesurer l'effet, et tu vas voir en fait, au final, tu vas pouvoir définir ce qui toi t'aide. Donc voilà, ça c'était mes conseils. C'est un épisode un peu long, tu peux le réécouter ou le morceler, mais j'espère que cet épisode en fait il t'aidera à comprendre que tu es un être chimique, que la chimie de ton corps influence ta santé mentale, comment tu te sens, comment tu arrives à réfléchir, et que ça vaut la peine de changer quelques habitudes petit à petit au fur et à mesure de ta capacité pour pouvoir améliorer comment tu te sens et ta santé mentale. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et la semaine prochaine, je reçois mon premier expert.